Salut les poulpes, aujourd'hui on va vous présenter une Chrysler 300C. Alors il s'agit en fait de notre tout premier véhicule américain et malheureusement la nôtre on l'a vendu bien avant la création de notre chaîne YouTube. Donc on remercie Mathieu qui a accepté de nous prêter la sienne pour faire cette petite vidéo de présentation. La Chrysler 300C, une voiture mythique qui est sortie en 2005, qui est basée sur un châssis des vieilles Mercedes classe E de la fin des années 90. Donc, Chrysler a continué à utiliser ce châssis sur toutes les plateformes LX, tout ce qui est Dodge Magnum, Chrysler 300C, les Dodge Challenger, les Dodge Charger, et il a continué à utiliser ce châssis jusqu'à à peu près 2015, quelque chose comme ça. Alors en fonction du continent nord-américain ou du marché européen, il existe plusieurs dénominations avec plusieurs variantes. Nous, on va rester sur les variantes européennes, ce sera plus simple pour vous. Donc au niveau des motorisations disponibles, vous avez le 2.7, vous avez le 3,5 litres, vous avez le 5.7 EMI, le 6 litres 1 EMI et vous avez le 3 litres CRD. En Europe, la Chrysler 300C a été vendue sous deux formes, la version berline et la version break, comme celle-ci, que l'on appelle Touring. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, cette version break Touring n'existe pas. Elle est commercialisée par Dodge sous sa version Dodge Magnum. Donc Dodge Magnum, vous allez retrouver en fait toute la partie centrale, arrière qui est exactement la même, et vous avez la partie avant, calandre, qui est un petit peu différente, calandre capot qui change un petit peu avec le look un peu plus racé de la marque Dodge. Donc on va dire que pour les deux versions les plus basiques, c'est-à-dire celle équipée avec le 2,7 litres de 193 chevaux ainsi que le 3,5 litres de 250 chevaux, on est sur une motorisation assez peu recommandée pour ce véhicule qui fait quand même presque 1,9 tonne, ce qui est quand même conséquent. Donc ces deux motorisations sont un peu faiblardes. Elles seront très optimisées si vous faites beaucoup de trajets urbains, tout simplement. Si vous ne pouvez pas vous permettre une version diesel, le 2,7 litres fera très bien l'affaire. Le 3,5 litres quant à lui donne de meilleures performances en mixte, mais dans les deux cas, ça va rester des versions très basiques où vous aurez très peu de sensations. Au niveau consommation, le 3,5 litres est donné pour 13 litres au 100, un petit peu moins pour le 2,7 litres. Ces deux motorisations sont les seules à être équipées d'une boîte automatique 42 LRE de la marque Chrysler. Donc une boîte 4 vitesses assez ancienne et à la fiabilité assez médiocre. D'ailleurs comme ces deux moteurs, vraiment c'est du basique assez vieux et assez peu réputé au niveau fiabilité. Le 2,7 litres est équipé d'une chaîne de distribution et le 3,5 litres est la seule motorisation de 300C à avoir une courroie de distribution. Donc forcément ça c'est des frais en plus, il faut le savoir, il faut le prévoir. Surtout que vous n'avez pas tous les garagistes qui se sentent à l'aise avec ce véhicule-là et encore moins avec le 3,5 litres qui aujourd'hui est quand même un vieux moteur avec pas beaucoup de personnes capables de travailler dedans. On peut quand même trouver des 3,5 litres avec des boîtes Nagin, mais c'est vraiment très rare. Il n'existe aucune 300C en version manuelle. Ensuite, nous avons la motorisation avec le 5.7 EMI, ici présent. Donc là, on est vraiment sur le moteur qui permet d'exploiter vraiment pleinement son véhicule avec l'esprit américain. Donc le 5.7 EMI, sa réputation n'est plus à faire. Cette version est équipée du MDS, donc la désactivation de 4 cylindres afin d'effectuer des économies de carburant. Et elle est couplée à une boîte automatique Nage 1 qui correspond en fait à une 5G Tronic Mercedes, donc qu'on retrouve quasiment partout sur les véhicules du groupe Chrysler. Là-dessus, la réputation, elle est plus à faire. Vous pouvez facilement taper les 400 000 km avec cette boîte automatique, à condition que vous faites l'entretien régulièrement. Donc là-dessus, on est vraiment sur un gage de qualité. Donc 5.7 EMI, distribution à chaîne,
Vous pourrez trouver la version 5.7 en 4 roues motrices également, hein. La plupart des plateformes sont toutes en propulsion, mais le 5.7 est également disponible en 4 roues motrices. Donc il faut savoir que ce sera forcément plus d'entretien. Moi en plus personnellement je les trouve un peu moins jolies parce qu'on voit au niveau des jantes d'origine tout ça qu'elles sont un peu plus elles sont différentes, elles sont un peu plus hautes, voilà. Donc, mais bon, ça après, chacun ses goûts, chacun son utilité. Forcément, si vous roulez beaucoup en hiver, une version 4 roues motrices d'un V8, c'est toujours beaucoup plus agréable. Donc sur cette version, au niveau consommation, en mixte, il faut compter entre 15 et 20 litres au 100. Tout dépend, comme dit, de votre utilisation, de l'activation ou pas du MDS. C'est assez variable, mais globalement, on est sur une consommation de V8 habituelle. Ensuite, au rayon des V8, on a la version SRT8 qui est là équipée du 6 litres 1 EMI. Donc là, le 6 litres 1 EMI, pour moi, personnellement, c'est le V8 le plus fiable, le plus abouti du groupe Chrysler. Pour moi, il est plus fiable que le 6 litres 4 que Chrysler a sorti par la suite, hein. Pour avoir eu tous les V8 du groupe, les V8 modernes, pour moi le 6.1 est vraiment le plus abouti. Alors il est moins puissant que les V8 qui sont sortis par la suite, mais pour moi c'est le plus robuste, le plus costaud. Donc voilà, c'est une version que vous pouvez trouver mais qui est quand même assez rare. Son tarif reste encore très élevé. Et on va dire que c'est vraiment la version qui donnera le look le plus agressif à la 300C, puisque vous avez un petit kit carrosserie avec des extensions d'ailes, vous avez une lame à l'avant pour rendre l'avant bien énervé, vous avez une sellerie en alcantara, brodé SRT, très sympathique, hein, donc des sièges un peu différents. Vous aurez des jantes 20 pouces, très sympa, hein. Ce qui rend le mieux sur cette caisse vraiment c'est d'installer des jantes en 20 pouces, hein, comme ce qu'on a ici. D'origine vous aurez des jantes en 18, hein, la plupart du temps, sauf version spéciale. Le modèle SRT 8 est également équipé de freins Brembo, hein, donc un plus gros freinage. Donc tout ça, ça fait quand même pas mal d'options qui se démarquent un petit peu de la version standard. Et la dernière motorisation, celle qu'on trouve le plus en France, c'est la version CRD, donc la version diesel équipée d'un 3 litres Mercedes. Pour ceux qui connaissent, il s'agit du moteur OM 642 de chez Mercedes. Donc vraiment un V6 diesel qui offre une très belle alternative aux véhicules essence du groupe. Pour le coup, nous, c'était la version diesel qu'on avait. On avait une très bonne autonomie, hein, environ 850 km avec un plein. Comme je disais, ça offre quand même une belle différence avec les modèles essence qui, eux, sont beaucoup plus limités en autonomie. En plus de ça, son turbo offre 510 Nm de couple, quand le 5.7 en offre 525, hein, donc là-dessus on est vraiment très proche, hein, ça pousse vraiment bien. C'est vraiment une très bonne alternative, hein. La consommation de la version CRD est également très intéressante puisque pour la puissance, on est quand même sur du 7 à 11 litres au 100, hein, ce qui est quand même vraiment une belle performance pour le poids et le moteur. Toujours couplé à une boîte Nagin, hein, qui fait très bien le travail. Donc un ensemble motopropulseur complètement Mercedes. Là-dessus, il n'y a pas de problème, hein, c'est quand même très fiable. Le 0 à 100 pour la version CRD est donné à 7 secondes 5, ce qui reste tout à fait correct, hein. Dans la plupart des cas, ce sera plus que suffisant. Et la version diesel s'offre une petite variante, la version SRT Design, qui vous permet en fait d'avoir vraiment le look de la version SRT essence, mais avec le moteur diesel, hein. Donc tout ce que vous pouvez avoir sur la version SRT 8 au niveau carrosserie, eh bien, vous l'aurez avec la motorisation diesel. À savoir, je crois que la petite différence quand même, c'est que le SRT Design n'inclut pas la petite lame de pare-choc à l'avant, ce qui est un peu dommage puisque c'est ce qui donne aussi le côté agressif de la version SRT 8. Alors au niveau de l'esthétique, là on est quand même vraiment sur une bonne grosse bagnole de mafieux, hein. Ça a vraiment un look intemporel, ça vieillit très bien comme voiture, mais ça reste mon avis personnel. Où que vous alliez, elle fait toujours de l'effet cette caisse. Elle a presque 20 ans et c'est toujours pareil, dès que vous allez quelque part, elle fait tourner les têtes. En plus de ça, vous avez quand même une bonne gamme d'accessoires disponibles, hein, pour faire un petit peu de modification.
En sachant que vous pouvez également utiliser des pièces de Dodge Magnum pour ceux qui ont la version Touring. Elles seront compatibles entre elles, que ça donne quand même de belles possibilités de se démarquer. Pour moi, la version Touring, donc break, ça reste quand même un des breaks les plus originales du marché automobile. Cette forme-là, on la retrouve nulle part ailleurs. C'est vraiment très très atypique. Alors, il y a beaucoup de gens souvent qui s'amusent à dire que ça ressemble à un corbillard. Moi, j'ai jamais compris cette blague. Quand on voit certains breaks Mercedes, je trouve qu'il y a pire niveau corbillard. Pour moi, vraiment, c'est un break unique. Voilà. Et vraiment, il est très affilé, très affûté, avec ce gros pare-choc à l'avant, cette grosse calandre bien impressionnante. Pour moi, la 300C avec la Chrysler Crossfire sont les deux grosses réussites du groupe. Ils ont réussi à nous faire deux très beaux véhicules. Après, je sais que c'est souvent délicat avec les véhicules Chrysler. Soit on aime, soit on déteste. Mais ça, après, c'est une question de goût et de couleur. Donc au niveau de l'intérieur, on est sur quelque chose, comme je le disais, de très simpliste, de très américain du début des années 2000. Donc full plastoc partout. On a un petit effet bois de noyer sur les poignées de porte, sur le dessus du volant. Vous avez commande au volant quand même. Le compteur est assez noble, assez sympathique, ça j'ai toujours bien aimé. Avec les options minimum, vous avez le panneau central, pareil assez simple. Donc ça, cette version-là est équipée d'une radio simple, mais vous pouvez très facilement aussi changer toute la façade avec un bon écran Android. Vous pouvez bien moderniser ça se fait très simplement. Nous, on l'avait fait sur la nôtre et c'était vraiment impeccable. Voilà, donc c'est très spacieux. Si vous avez l'habitude des petits véhicules européens, la première fois que vous vous asseyez là-dedans, ça fait quand même de l'effet. C'est vraiment des sièges de salon très confortables, vous avez beaucoup de place. À l'arrière, c'est pareil, si vous avez des enfants, ils seront vraiment ravis puisque vous avez vraiment beaucoup de place. Les sièges sont vraiment très confortables. C'est vraiment un véhicule qui est fait pour voyager. Clairement, vous pouvez traverser la France là-dedans, vous ne verrez pas le temps passer. Alors même malgré son âge, on peut se dire ouais, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais niveau confort, c'est vraiment très agréable de voyager là-dedans. Au niveau du coffre, là forcément, la version Touring nous offre une capacité de transport assez agréable. Là, vraiment, vous êtes tranquille, vous pouvez trimballer pas mal de choses. Vous pouvez rabattre la banquette arrière complètement et là, vous pouvez même vous allonger sans trop de problèmes à l'arrière. Donc si vous avez l'habitude de charger beaucoup de choses, beaucoup de matériel, n'importe, la version Touring fera très bien l'affaire. A savoir que dans la version berline, vous êtes forcément beaucoup plus limité. Le coffre de la berline est vraiment minuscule à côté de la version Touring. Au niveau des options, on n'a rien de fantastique. Bon, pour l'époque, il y a quelques trucs sympas. Vous avez le pédalier réglable, donc ça c'est pareil si vous avez votre femme qui roule ou que vous êtes tout simplement une personne de petite taille, vous pouvez ajuster la hauteur du pédalier. Ça c'est vraiment impeccable. Vous avez les sièges chauffants, sièges entièrement réglables, avec ajustement aussi des lombaires. Vous avez la colonne de direction aussi qui est bien ajustable. Vraiment là-dessus, c'était très sympa. Qu'est-ce qu'on a? On a les feux à détection automatique. On a le détecteur de pluie automatique. Ça, c'est toujours sympa. C'est vrai qu'au début des années 2000, c'était déjà des bonnes options. Quelque chose aussi d'assez bien, c'est les rétroviseurs qui s'inclinent en marche arrière. Ça, il y a encore beaucoup de voitures au jour d'aujourd'hui qui ne sont toujours pas équipées de ça, alors que ça change vraiment la vie. Donc quand vous passez en marche arrière, tout simplement, vous avez les rétroviseurs qui font une rotation pour vous permettre de voir exactement où vous allez avec vos jantes et tout ça. Voilà. Au niveau sono, la 300C est équipée du système Boston. Alors là, pour le coup, ça c'était aussi quelque chose de très sympa. La qualité sonore à l'intérieur de la 300C est vraiment géniale. Vous pouvez faire péter les watts, faire péter le gros son. Nous à l'époque on l'appelait la boîte de nuit. On partait le soir, on mettait juste du gros son et puis c'était tout simplement génial pour s'ambiancer. Donc ça c'est vraiment un gros plus de la part de Chrysler. Ce système sonore, il envoie du pâté. Au niveau aide au stationnement, la 300C est simplement équipée d'un radar de recul mais qui fait très bien le travail. Moi j'appréciais beaucoup
le système de fonctionnement avec les petites LED sur le plafonnier. Donc voilà, pour ceux qui le veulent, vous pouvez aussi facilement rajouter une caméra de recul, mais nous on n'en a jamais vraiment eu le besoin. Maintenant, au niveau des défauts génériques, tout ce qui est esthétique, tout ça, vous devez faire attention à la rouille, hein, principalement sous le châssis. Là, comme ce modèle a été importé des pays nordiques, il faut quand même faire attention à la rouille, hein. Et vous pouvez également faire attention sur les ailes ici. C'est assez connu pour avoir des points de rouille qui sortent à ce niveau-là, de chaque côté. Donc faites attention à contrôler lorsque vous faites un achat, puisque ça peut être des frais après de carrosserie à engager. Là, on le voit à l'avant, vous avez typiquement ce qui peut se produire sur les ailes, hein. Vous avez des petits points de rouille ici, voilà. Rien de bien méchant, mais il faut quand même le traiter rapidement si on ne veut pas que ça se propage. En raison de son poids très important, vous avez forcément les éléments du train avant qui subissent énormément de stress. Donc sur les 300C, il faut quand même plancher sur une reconstruction du train avant, hein, tout ce qui est rotule, biellette, etc. Passer les 150 000 km, en général, ça commence à montrer des signes quand même de fatigue assez importants. Et en général, vers les 200 000, il faut vraiment plancher sur une reconstruction globale du train avant. Alors il existe beaucoup de kits sur internet, hein, qui sont pas chers, qui sont alléchants, des kits complets. C'est de la pure chinoiserie, ne montez pas ça, parce que vous pouvez être sûr qu'au bout de 2000 km, vous pourrez refaire le travail. Prenez toujours des matériaux de qualité, hein. Vous avez Lemforder, Moog, ce genre de marques qui proposent des choses qui tiendront la route. Autre défaut largement connu sur les 300C, mais globalement sur le groupe Chrysler en général, ce sont les étriers qui ont tendance à bloquer avec l'âge, hein. Vous avez des pistons en bakélite, un matériau qui résiste bien sur la durée, mais malheureusement avec les phases de chauffe, ça a tendance à se déformer. Et en gros, quand vos plaquettes s'usent, votre piston sort, il va se déformer, et le jour où vous refaites vos plaquettes, le fait de réinsérer votre piston, ça bloque tout simplement votre piston dans l'étrier et vous vous retrouvez avec un étrier grippé, donc vous avez une surchauffe au niveau du freinage, tout ça. Donc ça c'est quand même très connu sur les Chrysler 300C. Ça arrive toujours passer les 120 000 km, hein, c'est difficile quand même d'y échapper. Après, comme je le disais, c'est des véhicules qui approchent quand même de près de 20 ans de service. N'achetez pas ce genre de véhicule en vous imaginant ne pas avoir de frais à faire. On est d'accord, vous avez de l'usure qui est normale, vous avez les flectors qui souvent s'usent, hein, pareil à cause du couple, à cause du poids, vous avez beaucoup d'éléments qui souffrent. Donc bon, c'est impossible d'acheter une voiture comme ça qui soit flambant neuve, à moins vraiment de tomber sur quelqu'un qui ait déjà tout remplacé. Après, l'avantage c'est que justement là on arrive sur une tranche d'âge où la plupart des gros défauts sont déjà arrivés, ont déjà été traités. Donc surtout renseignez-vous bien sur l'entretien qui a été effectué sur le véhicule. Au niveau de l'éclairage pour le marché européen, on est sur des feux xénon, donc ça fait très bien le travail. En dehors du fait que les ampoules sont forcément beaucoup plus chères que des ampoules standards, hein. Maintenant ça amène aussi quelques soucis. Vous pouvez avoir les ballasts des xénons qui foirent avec le temps, et régulièrement aussi sur la 300C vous avez le module HID qui peut provoquer des petits soucis électroniques, des sapins de Noël au niveau des voyants, tout ça. Donc bon, il suffit de le débrancher, hein. C'est le cas sur celle-là, le module HID est débranché. Maintenant, on va parler un petit peu des défauts moteurs sur chaque motorisation. Alors concernant le 2.7 et le 3,5 litres, pour le coup, on est vraiment sur deux moteurs qui ne sont vraiment pas très bien réputés aux États-Unis, hein. Pour le coup, les deux ont quasiment les mêmes soucis, c'est-à-dire qu'ils ont des galeries de lubrification qui sont vraiment très étroites et qui passent à côté de zones chaudes du moteur, ce qui fait qu'avec l'âge, avec le temps et même assez rapidement, votre huile moteur se transforme en boue qui vient plus ou moins boucher ces galeries de lubrification et qui entraîne des dégâts vraiment importants au moteur, hein. Il n'est pas rare d'avoir des casses de ces moteurs avant 100 000 km. Donc bien entendu, il y en a qui vont pouvoir durer longtemps, voilà, mais globalement, ces deux versions ont une mauvaise réputation. Donc à vous, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire vos choix. Moi, je vous dis juste ce que je lis sur les forums et bon, c'est pas des foot de guerre, quoi.
La seule chose que vous pouvez faire sur ces deux moteurs, c'est de faire des vidanges tous les 5000 km, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais c'est vraiment le seul moyen de renouveler la qualité de l'huile hein, vraiment très régulièrement. Donc ce n'est pas du tout ce que conseille Chrysler. Hein. Je crois que Chrysler doit conseiller autour des 10 000 km, hein, comme souvent. Mais pour ces deux moteurs, je vous conseille vraiment de faire des vidanges tous les 5000 km. Je sais que c'est embêtant, mais c'est un des seuls moyens vraiment pour empêcher ces problèmes de casse. Sur le 3.5, vous avez la valve PCV que vous devez contrôler régulièrement, hein, donc cette valve qui permet d'enlever les pressions à l'intérieur du moteur. Pareil, si elle se bouche, vous aurez de graves soucis sur cette version-là. Et voilà. Pour le 5.7 MI, donc cette version ici présente, globalement, la réputation du 5.7, elle est plus à faire. Hein. C'est un moteur en service depuis maintenant des années et des années, produit à des millions d'exemplaires. Donc là-dessus, on est quand même sur un moteur très robuste. Maintenant, il faut qu'on mette certaines choses au clair. Je vois beaucoup de gens qui paniquent à propos du Hemitic souvent. Alors il faut savoir vraiment que le Hemitic ne concerne pas cette génération de 5.7. Le Hemitic est apparu principalement avec l'apparition de la version Eagle à partir de 2009. Donc de 2009 à 2015, c'est principalement ces versions-là qui sont touchées par le Hemitic. Bien sûr, ça ne vous empêchera pas d'avoir des problèmes de poussoir sur cette version-là, hein, comme n'importe quel véhicule, mais ne faites pas une paranoïa à cause de ça sur cette version-là. En revanche, il y a un autre gros problème sur ces années. Vous avez en fait un souci de siège de soupape, un problème de dilatation. Donc vous avez le système MDS qui désactive 4 cylindres sur les 8 pour faire des économies. Seulement, en fait, en fonction de la chauffe de votre moteur, si par exemple vous faites un long trajet sur autoroute, votre moteur il va activer le MDS, vous allez rouler en 4 cylindres, vous allez avoir 4 cylindres qui vont énormément chauffer, et vous allez en avoir 4 qui vont moyennement chauffer. Donc vous allez avoir une différence de dilatation, à savoir que le MDS réactive quand même, se désactive pardon, toutes les 6 minutes pour essayer d'équilibrer la température entre la partie activée et non activée. Mais malheureusement ça ne suffit pas et vous avez de nombreux cas en fait où les gens après avoir fait un long trajet s'arrêtent par exemple à une station service, ils coupent tout de suite leur moteur après avoir roulé pleine balle, que le moteur soit bien chaud et en fait au redémarrage tout simplement le siège de soupape qui s'est dilaté fait tomber la soupape dans le piston tout simplement et vous avez une casse moteur. Donc là on a quand même énormément de témoignages là-dessus hein, sur ces années-là. Donc, ce qui est très important c'est de surveiller la température de votre moteur. Vraiment, si votre moteur est en surchauffe, ça c'est pareil. Si votre moteur est assez âgé, faites l'entretien du système de refroidissement, très important sur EMI. Ça vous évitera d'avoir ce genre de soucis. Et si vous faites un long trajet, que vous êtes en mode éco, tout ça, faites en sorte que quand vous vous arrêtez, laissez tourner un petit peu votre véhicule sur place. Le fait d'être à l'arrêt en statique désactive le MDS. Le MDS n'est pas activé en statique. Donc ça va rééquilibrer la température sur les 8 cylindres et ça vous évitera d'avoir ce problème de siège de soupape. Et donc comme je le disais avant, à partir de 2009, vous avez la version Eagle du 5.7, donc à 360 chevaux, qui est apparu, où là effectivement le problème de siège de soupape a été réglé, mais vous avez l'apparition du fameux Hemitic, hein, donc ce problème de poussoirs qui viennent serrer tout simplement et qui viennent grignoter l'arbre à cam. Donc bon voilà, ça c'est aussi un problème aléatoire, un problème qualité du groupe Chrysler. Donc il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est quand même surveiller, faire votre entretien dans les temps, prendre soin de votre moteur hein, tout simplement. Ensuite, on a la version SRT8, hein, donc équipée du 6 litres 1. Donc là, comme je le disais avant, pour moi, c'est quand même la meilleure variante. Hein. C'est le moteur qui vous posera le moins de problèmes. Là-dessus, on est vraiment sur l'équivalent d'un 5.7 qui a été quand même amélioré, qui pousse un peu plus. Et la plupart des composants sont quand même beaucoup plus costauds que la version 5.7. Donc il n'y a pas vraiment de grosses pannes répertoriées, de choses très fréquentes qui arrivent sur le 6.1. Après, si vous avez quelque chose à rajouter à propos de ça, n'hésitez pas en commentaire. Le but de ces vidéos, c'est d'aider la communauté, hein, c'est pas de se la raconter ou quoi que ce soit. Vraiment, nous, on essaye de donner nos expériences à partir de ce qui est raconté sur les forums, tout ça. Donc parfois, il y a des petites inexactitudes, mais voilà. Mais surtout, n'hésitez pas à rajouter, vous, votre propre expérience dans les commentaires. Et pour finir, on va terminer avec le 3 litres CRD.
Donc comme tous les moteurs diesel, on est sur une bonne usine à gaz, hein, vous avez des durites partout, vous avez du bazar partout, vous n'avez pas de place pour travailler, hein, mais bon ça c'est rien d'étonnant. Donc l'OM 642 Mercedes, hein, pour ceux qui connaissent, c'est celui qu'on retrouve aussi sur les anciens grands Cherokee, sur les Mercedes Vito il me semble. Donc voilà, c'est quand même un moteur qui a fait un bon service, pareil qui a une durée de vie qui est très impressionnante, hein, puisque c'est pas rare en fait de trouver des 300C qui ont dépassé les 400 000 km hein, sans gros soucis. Toutefois, ce moteur a quelques petites fragilités qu'on va voir ensemble. Du côté passager, en fait, vous avez des petites arrivées de carburant, des petites durites en caoutchouc qui avec l'âge ont tendance à se craqueler. Et vous avez l'alternateur qui est juste en dessous, un peu comme sur le moteur EMI, mais en beaucoup moins accessible, on va dire. Quand ces durites d'essence craquent, en fait, ça vient couler sur l'alternateur et généralement, ça vient vous flinguer l'alternateur. Il faut savoir que pour le sortir, l'alternateur, c'est un gros bric-à-brac, hein, c'est pas la meilleure opération. Donc voilà, c'est à savoir. Au niveau de la tubulure d'admission, donc vous avez sur la version CRD le turbo, vous avez votre durite d'admission. La jointure en fait entre le reniflard, le turbo et la durite, vous avez un joint orange Mercedes qui est vraiment pourri et sur quasiment toutes les versions, tous les modèles, vous avez ce joint qui fuit. Vous avez donc de l'huile en fait qui vient couler en dessous tout simplement, sauf qu'en dessous vous avez le boîtier papillon et le boîtier papillon une fois qu'il prend l'huile, c'est pareil, il se met à déconner, il est flingué, donc vous avez les voyants au tableau de bord, perte de puissance, etc. etc. Donc après pour vous amuser à sortir le boîtier papillon, c'est aussi toute une histoire. Donc dans la majorité des cas, je sais que les membres du forum rajoutent une petite résistance pour simplement shunter le boîtier papillon. Et ce qu'il y a de mieux à faire, c'est tout simplement améliorer la durite. Vous venez la couper, vous mettez un manchon en T en silicone et vous n'aurez plus jamais de problème de fuite d'huile à ce niveau-là. Ensuite, le problème majeur sur ce moteur-là, ça va être son refroidisseur d'huile. Donc Mercedes a eu la bonne idée, on va dire, de mettre le refroidisseur d'huile au cœur en fait du V du moteur, un petit peu comme le 3.6 Pentastar pour ceux qui connaissent. Donc en gros, ce refroidisseur d'huile possède deux petits joints. Et avec l'âge, en fait, ils ne résistent pas à la chaleur, ils viennent se déformer et vous avez une fuite d'huile qui peut être assez massive qui vient se produire et qui vous crée une marée noire tout simplement d'huile sous le véhicule. Donc bien souvent les garagistes ils diagnostiquent ça comme une fuite du joint SPI, mais c'est très très rare sur ce moteur-là. Dans la majorité des cas, il s'agit du refroidisseur d'huile qui est flingué tout simplement. Les joints en particulier. Après, comme je le disais, hein, la complexité du moteur diesel fait que vous pouvez avoir beaucoup plus de pannes, on va dire, que sur les moteurs essence, mais globalement, c'est jamais très grave. C'est ça la différence, c'est que potentiellement les pannes qui arrivent sur les versions essence sont des fois catastrophiques. Autant sur le moteur diesel, bon, c'est toujours des petites choses, c'est chiant, mais c'est des choses que vous pouvez faire vous-même, qui ne demandent pas toujours beaucoup de travail. Voilà, il faut juste savoir utiliser ses deux mains et ça pose pas beaucoup de soucis, hein. Après voilà, vous avez l'encrassement dû au diesel, hein, comme toujours, vous pouvez avoir des capteurs de suralimentation encrassés, ce genre de choses. Forcément vous avez un filtre à particules, hein, donc si vous ne faites pas les trajets adéquats, votre filtre à particules il va souffrir aussi, hein. Donc quand vous choisissez la motorisation, soyez cohérent avec votre utilisation, quoi, hein. Comme je le disais, si vous faites des petits trajets, achetez un 3.5, un 2.7, mais si vous faites beaucoup d'autoroutes, clairement partez sur le CRD, il sera parfait, quoi. Alors sur les groupes et sur les forums, il y a toujours cette petite guéguerre de dire oui mais la 300C diesel, c'est pas une vraie américaine, machin. On a eu quasiment tous les moteurs modernes du groupe Chrysler. Pour nous, la Chrysler 300C CRD, elle a toute sa place dans le groupe. Je veux dire, elle a toujours fait le travail, elle nous a rendu pleinement satisfaction. Partout où on allait, ça avait beau être un diesel, elle faisait aussi tourner la tête comme ce modèle-là. Je veux dire, ok, vous n'avez pas une sonorité extra, ça sert à rien de payer des fortunes dans une ligne, hein, vous n'en tirez rien sur le modèle CRD. Au mieux, vous pouvez virer le résonateur qui se trouve sous la boîte à air, ça vous permettra d'avoir un bruit un petit peu plus rauque. Mais globalement, il n'y a pas de débat à avoir. La 300C en elle-même, c'est un état d'esprit. Quelle que soit la motorisation, c'est vraiment une super caisse. Et puis vous avez une très bonne communauté d'entraide, hein.
Comme tous les véhicules du groupe Chrysler, pensez bien que le liquide de refroidissement est particulier, c'est-à-dire qu'avant 2013, vous devez impérativement utiliser un liquide HOAT. Après 2013, le groupe Chrysler passe sur du OAT. Donc quand je dis groupe Chrysler, ça regroupe tous les véhicules Dodge, Jeep et puis Chrysler. Voilà, en conclusion les amis, vous comprendrez que cette voiture c'est quand même une âme, l'âme américaine, vraiment très confortable, parfaite pour les voyages en famille ou même pour vous, pour le plaisir le dimanche avec des belles versions V8. Donc là celle-ci est quand même dans un état assez impressionnant, la peinture est vraiment nickel. Donc renseignez-vous bien quand vous êtes intéressé par un modèle sur l'entretien surtout. Vidange de boîte, vidange de pont, etc. Comme je le disais, de toute façon, la plupart des défauts, normalement, ont déjà été réglés. Au niveau des tarifs, il faut savoir que la 300C a toujours assez mal marché en France. C'est un véhicule qui reste assez peu recherché, malgré le fait qu'il soit très atypique. Mais j'ai l'impression en fait que le fait que ce soit différent fait aussi souvent peur aux gens. C'est vrai que quand en France, les véhicules français, on a l'habitude qu'ils soient complètement HS à 200 000 km. Ces véhicules-là peuvent en faire 200 000 de plus, mais malheureusement dans l'esprit des gens, souvent ça fait un petit peu peur. Donc sachez que vous n'en tirerez pas beaucoup d'argent à la revente. Parfois ça peut vous demander beaucoup de frais, mais vous ne pourrez malheureusement pas les inclure dans le prix de revente. Pour un SRT8, vous pouvez compter entre 20 et 30 000 euros en fonction de l'état et du kilométrage. Faites aussi bien attention aux modèles importés, vous avez aussi pas mal de merguez qui viennent de Dubaï. Alors je dis pas que tout est bon à acheter de ce qui vient de Dubaï, pas du tout, mais bon, il y a quand même beaucoup de mésaventures, beaucoup d'escrocs, et vu que c'est un modèle qu'on trouve pas beaucoup, il y a beaucoup de petits malins qui essayent d'en profiter. Le 5.7, vous pourrez le trouver entre 10 et 20 000 euros, pareil en fonction de l'état et du kilométrage. Le 3 litres, vous le rencontrerez fréquemment entre 5 et 12 000 euros, pareil en fonction de la version SRT Design, standard, phase 1, phase 2. Le 3.5, pareil, vous le trouverez entre 5 et 10 000 euros. On n'en trouve pas souvent, il n'y a que quelques modèles en vente sur le bon coin. Le 2.7, vous le trouverez entre 2 et 8 000 euros. À savoir qu'actuellement, il n'y en a qu'un seul sur le bon coin et qui est en piteux état. Autre petite info aussi qui est un peu moins cool, c'est que pendant des années, ce véhicule a été dans le top 5 des véhicules les plus vandalisés de France, tout simplement parce qu'il y a énormément de gens, je ne sais pas pourquoi, confondent ce véhicule avec une Bentley. Alors ça doit être à cause de la face avant, de cette grosse calandre. La plupart des gens qui s'y connaissent un minimum en automobile savent que c'est absolument pas une Bentley, mais voilà, donc sachez-le. Il y aura souvent des rageux que vous allez croiser avec cette bagnole, des gens qui ne seront pas contents de vous voir avec ça, qui vont vous prendre pour des bourgeois ou je sais pas quoi, qui vont s'amuser à vous mettre hop, le petit coup de clé, le petit coup de caddie, le coup de portière, rien à foutre, de toute façon il peut payer, alors que c'est souvent pas le cas. Donc voilà, c'est la petite chose à savoir à propos de cette voiture-là. Et pour finir, la 300C, c'est fini en fait sur une nouvelle génération, la Chrysler 300, donc une belle version modernisée de la 300C. La version break a disparu malheureusement parce que ça aurait eu un beau potentiel. Donc là on a vraiment un gain de modernité. En Europe elle a été rebadgée par Lancia sous le nom Thema. Pareil, malheureusement elle a très mal marché en Europe, moins de 2000 exemplaires ont été vendus. Par contre c'est un véhicule qui est très bien équipé, sa version diesel avec un 3 litres VM Motori, la version essence avec le 3 litres 6 est assez rare et la version SRT encore plus, mais vous pouvez trouver des bonnes occasions du coup sur le bon coin, les nouvelles 300 ou l'ancien Thema sont très abordables par rapport à l'équipement et la fiabilité qu'elle propose. D'ailleurs, si vous en avez une, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez la présenter. C'est toujours sympa de présenter des véhicules qu'on ne voit pas toujours. Si vous êtes en Alsace, contactez-nous, on se fera un plaisir de faire une petite vidéo de votre Chrysler 300 ou Lancia Thema. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, ça nous a fait très plaisir de représenter cette caisse magnifique parce que vraiment, pour le coup, c'était notre première voiture. On a toujours ce petit coup de cœur, ce petit attachement et c'est une caisse qui nous a tellement rendu service voilà, que ça fait toujours plaisir d'en voir une et surtout de la présenter. Surtout quand elles sont dans cet état comme ça, c'est vraiment chouette d'avoir des gens qui prennent soin de leur véhicule.
Allez les poulpes, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.